Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je désaxe votre... Je ne vais pas pouvoir me mettre là parce que c'est moi qui vais vous embêter avec l'application, là, avec le petit quiz. Voilà, j'avais envie d'essayer de faire un petit peu différemment, d'essayer d'interagir avec vous, de voir votre point de vue sur différentes questions. Alors, mon sujet porte donc sur les signes d'alerte du trouble du neurodéveloppement, et donc dans la suite logique de ce que le professeur Schex vous a montré, c'est de dire, ok, les troubles du neurodéveloppement, c'est ça, comment est-ce qu'on les repère, à quoi on voit qu'un enfant a un risque de trouble du neurodéveloppement, et puis, est-ce qu'il y a des outils par rapport à ça? Alors, donc, qui n'a pas installé VoxVote encore? Levez la main très haut, comme ça on voit, ok. Donc, vous allez dans votre... je suis désolé, on va prendre 3 minutes. Vous allez dans votre téléphone, vous allez dans Google Play ou dans Apple Store pour les iPhones, et vous tapez VoxVote et vous allez voir ce petit onglet apparaître, et vous le téléchargez. C'est un peu de temps. C'est assez léger, vous acceptez les autorisations, c'est gratuit, hein, c'est pas, voilà, vous ne pouvez pas payer. Ok, donc si vous avez réussi, vous la lancez, et théoriquement vous arrivez à un truc qui ressemble à ça. Une fois que vous l'avez lancé. Qui est à cet endroit-là? Levez bien haut la main. Oh là, j'ai pas grand monde. J'attends un peu. Si vous la lancez, vous n'arrivez pas à ça? Aïe, 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 aïe. Oui, aïe, 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 aïe. Si. Qui est à cet endroit-là? Levez la main. Ah, j'en ai un petit tiers. C'est que... Ah, vous êtes après, d'accord. Donc, ceux qui sont là, vous rentrez le code qui est là, 47 49 9. Effectivement, il y avait eu des choses qui avaient été envoyées hier soir, et donc, voilà. Donc, une fois que vous avez rentré ça et que vous appuyez sur OK, vous êtes là. Ah, qui est là? Ah, super, ça marche. OK. Première question. Nous allons faire un test. Comment? Oui, il faut rentrer son prénom si on veut, c'est pas obligatoire, on peut le faire de manière anonyme. Oui, ça marche quand même. Donc, nous allons tester VoxVote. Bon, pour l'instant, vous ne voyez rien sur votre téléphone, c'est normal. Si j'appuie sur Play, au miracle, quelque chose qui s'affiche sur votre téléphone. Donc, pouvez-vous répondre oui à cette question? Allez-y. Et après, il faut appuyer sur Vote en bas. Bon, on ne va pas laisser 60 secondes quand même, parce que le choix est relativement simple. Il y aura des questions plus compliquées après, hein, promis. Donc, théoriquement, si je stoppe, j'ai 125 personnes qui ont voté. Bon, vous êtes 200, hein, donc on va pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Ok. Question suivante. Comment qualifieriez-vous vos connaissances sur les troubles du neurodéveloppement? Très bonne, bonne, moyenne, faible ou très faible? Normalement, c'est parti, vous pouvez voter. Comment qualifieriez-vous vos connaissances générales sur les troubles du neurodéveloppement? Qui n'arrive pas à voter? Levez la main, ceux qui ne voient... Oh, j'ai 3 personnes. Super. 4, 5, 6. Ah, un peu plus quand même. Allez, je stoppe. J'espère que vous avez tous voté. Ok. Bon, vous êtes humble, vous êtes modeste avec vous-même, c'est bien. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que il y a beaucoup de professionnels qui sont spécialistes d'un trouble, donc ils connaissent très bien un trouble, mais très mal les autres. Et on verra que ça, c'est compliqué, parce que, comme le professeur Schex l'a dit, les troubles sont comorbides. Donc quand vous avez un trouble, vous avez un grand risque d'avoir un autre trouble, et donc du coup, c'est important d'avoir des connaissances un petit peu globales sur les différents troubles. Est-ce que j'ai une autre question maintenant? Oui. Alors, plus précis, d'une manière générale, pour vous, voilà, pour améliorer le repérage, je rentre un peu dans mon sujet quand même, pour améliorer le repérage précoce des enfants avec un trouble du neurodéveloppement, si vous deviez choisir un thème, une chose à faire, ça serait d'améliorer la formation générale. Ah, ça marche pas, attendez. On va le faire en live, comme ça vous allez lire sur votre téléphone en même temps. Ok.
Donc est-ce que c'est améliorer la formation générale des professionnels de la première ligne, développer ou diffuser des outils de dépistage fiables, ou améliorer le parcours de soins? Ce que j'entends, c'est... Donc dans la première ligne, c'est je ne sais pas ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement, donc j'ai besoin d'avoir des repères. La deuxième ligne, c'est je sais ce que c'est, mais je ne sais pas comment l'évaluer. Et la troisième ligne, c'est je sais ce que c'est, je l'ai dépisté, mais je ne sais pas à qui l'envoyer. Je ne sais pas quoi faire après. Vous voyez, de manière générale... Bon, vous n'avez qu'un choix. Hein. J'imagine que le choix peut parfois être un peu dur. Mais... Allez, je stoppe. Encore 3 secondes. Ok. C'est intéressant, je trouve, comme le fait que, au final, les outils... alors, est-ce que c'est que vous connaissez tous les outils ou est-ce que c'est une question pour vous secondaire? En tout cas, avant tout, la formation et puis la question du parcours de soins, on en parlera aussi un petit peu après, si j'ai le temps. Maintenant, un peu plus précisément, pour vous personnellement, alors il y a deux tout le monde ne vote pas là. Là, cette question-là, elle est pour les professionnels de la petite enfance qui sont non soignants, les personnes qui sont au contact des enfants au quotidien. Pour vous améliorer vous-même dans votre pratique du repérage et du dépistage, il vous faudrait quoi? Mieux vous former, y consacrer plus de temps, ou là encore la question de que faire quand j'ai repéré quelque chose. Est-ce que c'est de la formation, d'avoir plus de temps pour le faire, c'est-à-dire je vois des enfants, je suis pas sûr, mais j'ai pas le temps, donc ça passe à autre chose et puis on n'a pas le temps d'en parler. Ou la question, une fois qu'on a repéré, à qui est-ce qu'on envoie? Donc là, les médecins ne votent pas. Si les médecins ont voté, c'est pas bien. L'idée, c'est que vous allez voir, moi, mon idée, c'est de dichotomiser, de voir si chacune des populations, entre guillemets, de professionnels a les mêmes besoins. Allez, on stoppe. Ok. La formation, bon, on est au bon endroit, c'est bien. Donc voilà, on va essayer de vous aider là-dessus. Et puis encore une fois, quand même, la question de quoi faire une fois qu'on a repéré les enfants, de la coordination et du parcours du patient. Même question cette fois-ci, mais pour les soignants. Donc médecin de première ligne, pédiatre, médecin généraliste, infirmière scolaire, infirmière libérale, etc. Voilà, j'en oublie sûrement. Même question. Pour vous, est-ce que c'est plutôt la formation, là aussi, le temps nécessaire, ou la question du repérage et de l'orientation? Encore 3 secondes. Hop. Ok. Ok. Même profil de réponse au final sur à la fois la formation et la question du réseau. Alors, on arrête VoxVote pour l'instant. On fera des petites questions après. Donc, Yves Schex vous l'a dit tout à l'heure, pour bien repérer le développement troublé, il faut bien connaître le développement normal. Si vous n'avez pas de repère développemental, de savoir qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans est censé faire sur le plan graphomoteur, qu'est-ce qu'il est censé faire sur le plan du langage, qu'est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il sait monter un escalier avec les deux pieds alternés ou un seul, etc., à quel âge ça arrive, forcément, vous ne pourrez pas repérer quand un enfant est en retard. C'est d'une logique implacable. Je vous ai mis au passage cette petite... cette adresse, c'est un site canadien dans lequel il y a énormément de vidéos, alors avec un bel accent canadien pour les enfants, pour les épreuves langagières, mais vous voyez des enfants d'âges différents, voilà, au niveau syntaxique, où est-ce qu'ils en sont, construction de phrases, au niveau graphomoteur, etc. Il y a vraiment, c'est d'une richesse, vous avez plein de dimensions différentes, donc vous pouvez tout à fait y aller pour voir, tiens, mais au final là-dessus, qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans avec un développement typique peut faire? Ah si, j'ai une autre question, VoxVote. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Pourcentage des enfants qui marchent à 12 mois. Allez, c'est parti. 10% des enfants marchent à 12 mois, 25%, 50%, 80%, 95%. Ah. Bien sûr, les réponses ne sont pas anonymes. Hein. Si vous vous trompez, on vous récupère à la fin de la pion. Vous êtes inscrit d'office au DU. Allez, 5 secondes pour voter. Ah, ça discute.
C'est environ, hein. On n'est pas... Eh bien non. Je vais vous mettre des petits... Alors, on parlait tout à l'heure du professeur Desportes à Lyon. On est plutôt dans les 25-30%. Et vous voyez la courbe extrêmement rapide. À 12 mois, on est à 25-30%. À 13 mois, on est à 50%. Donc en un mois, vous avez vraiment une majorité des enfants qui vont acquérir une... Donc c'est une petite illustration pour ça. Autre petite question, on continue. Vous avez le petit Simon, 6 ans, 8 mois, qui vous dessine ça. Vous lui avez demandé dans votre bureau de vous faire des petits carrés, des petits triangles. Je vais vous le remettre après, hein. Vous allez pouvoir voter en même temps. Hop. Que pensez-vous des productions de Simon? Je vais vous les remettre, ne vous inquiétez pas. Si ça veut bien se lancer, c'est bon. Hop. Alors. « 6 ans, 8 mois. Je ne sais plus ce que j'ai mis dans les questions. Est-ce que c'est normal, légèrement décalé, très décalé, ou vous ne savez pas trop? Ça marche pas? Ah, t'as voté déjà. Forte. Allez, je stoppe. Ok. Ah, j'ai plus de micro. Ah, c'est bon, c'est moi qui parlais trop fort. Pardon. Ok. Oui, vous avez raison. Et pour vous, ce type de production, il est plutôt attendu vers quel âge? Ah, ça se complique là, hein. Ah, je vous embête, hein. Allez, je stoppe. Le suspense est intenable. Ouais, vous avez la majorité a raison. Entre 3 et 4 ans. Pour vous dire plus précisément, je jongle entre les logiciels, là j'ai du mal. Je crois que par rapport au test, donc là vous voyez c'est en déviation standard, donc il a un score nettement pathologique, je crois que c'était dans les 3 ans et demi. L'âge développemental. Ok. Alors, on fera des petits quiz à la fin. Là, je vais partir sur des éléments un peu plus théoriques. Donc, je reprends pas. Le professeur Schex vous l'a énoncé. On est dans le DSM-5. Voilà la nosographie actuelle des troubles du neurodéveloppement telle qu'on la connaît. Je vous ai mis des synonymes, en tout cas certains autres termes qui étaient utilisés parce que les termes changent. Donc des fois, on perd ses repères. La question du repérage et du dépistage, c'est un petit peu la même chose, mais en même temps un petit peu différent. Le repérage, c'est repérer un décalage dans le développement, qu'il soit psychomoteur, langagier, social, chez un enfant. Il peut être réalisé par n'importe qui. Ça peut être un professionnel dans une crèche, ça peut être un ami des parents, ça peut être n'importe qui. Ce n'est pas un professionnel spécifique pour ça. Et puis ça concerne les enfants tout venant. C'est la population générale, c'est les enfants qu'on croise partout. Le dépistage, en revanche, ça relève d'une politique de santé publique, c'est-à-dire de dire il y a un problème de santé, on va essayer de le dépister. Ça nécessite l'utilisation d'outils standardisés pour ne pas se tromper, pour ne pas dire d'un enfant qu'il a un retard ou qu'il a un trouble alors qu'en fait il n'en a pas. Et puis il y a des professionnels dédiés, ou en tout cas une politique dédiée par rapport à ça. Ça peut être fait soit sur une population à risque, par exemple les enfants prématurés, soit en population générale. Ça peut aussi être fait en population générale quand le trouble a une fréquence, une prévalence importante. L'enjeu du repérage, c'est celui-là. C'est d'être sur la ligne bleue, quoi, entre les deux. On peut parfois, trop souvent, rassurer à tort. C'est quelque chose que moi, dans ma pratique, quand je faisais des entretiens diagnostiques pour les parents dans les suspicions de troubles du spectre autistique, c'est quelque chose qui revient très souvent. On était voir notre pédiatre, il nous a dit « mais ça va aller ». Voilà. Alors, je ne jette pas la pierre au pédiatre, c'est-à-dire que je pense que dans 95% du temps, quand ils disent « ça va aller », ça va mieux.
effectivement. Mais il y en a certaines situations où on dit ça va aller, mais ça ne va pas mieux. Donc ne pas rassurer à tort, ou à l'inverse, voilà, oh, regarde comment il a pris la bouteille d'eau, oh là là, il a un trouble, vite, on va... Bon, voilà. Il faut rester aussi, parce que sinon, effectivement, les parents seraient complètement angoissés tout le temps, devraient faire 15 000 bilans pour des choses qui sont dans la normale. Petite étude, hein, quand même. Alors, c'est du rétrospectif, on peut pas, c'est toujours compliqué d'analyser ces données, mais 459 questionnaires envoyés des parents d'enfants autistes, donc pour lesquels le diagnostic est fait. 87% des parents disent avoir repéré des particularités chez leur enfant avant d'être alertés par les professionnels. D'accord ? Donc ça nous amène à un premier signe d'appel. Toujours prendre en considération l'inquiétude des parents. Parce que les parents, alors, il y a des parents qui sont novices, c'est leur premier enfant, ils ne savent pas très bien. Et puis il y a d'autres parents qui ont une certaine culture, qui voient d'autres enfants et qui disent « Mon enfant, il ne va pas bien. Mon enfant, il ne me regarde pas comme il devrait. Mon enfant, il ne se met pas dans mes bras comme il devrait. » Et donc il y a des petites choses. Ça peut être rien, mais ça demande quand même, en tout cas, à l'évaluer et à faire attention à ça. Un autre point important sur la question du dépistage, c'est la question des enfants à risque. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça va être des enfants qui ont, du fait de leurs antécédents, du fait d'éléments d'antécédents familiaux, du fait de comment s'est passée la grossesse, du fait de comment s'est passé l'accouchement ou d'autres facteurs, qui vont être plus à risque que les autres d'avoir un trouble du neurodéveloppement. Or, vous avez vu tout à l'heure qu'en population générale, déjà, la prévalence, elle est forte. On parle pour les troubles des apprentissages, on est à 10% des enfants. On peut être jusqu'à 10% des enfants. Donc chez ces enfants-là, c'est encore plus. D'accord ? Donc vraiment, c'est des enfants qui sont très à risque d'avoir un trouble du neurodéveloppement. Pourquoi dépister ? Bien évidemment, ça permet d'améliorer le diagnostic précoce, enfin un diagnostic plus tôt. Et on sait que la prise en charge, voilà, donc du coup de découler sur une prise en charge précoce, et on sait que cette prise en charge, dans pas mal de troubles, il y a des études là-dessus, montrent qu'on est plus efficace, hein, on est sur la question de la plasticité, on est dans le neurodéveloppement, on est plus efficace quand on prend en charge tôt. La question des surhandicaps, on l'a abordé un petit peu tout à l'heure sur la question des comorbidités, c'est exactement ça. C'est un enfant qui a un trouble du langage, on ne le repère pas, il se fait un petit peu moquer à l'école, on lui met un peu la pression, mais disons, tu pourrais un peu travailler un peu plus quand même, disons, qu'est-ce que tu fais ? Et puis donc voilà, il y a une perte d'estime de soi, il n'aime plus trop l'école, etc. Alors que si c'est diagnostiqué plus tôt, la prise en charge précoce va être déjà plus efficace, et puis cet enfant, dans sa construction, dire ouais, c'est pas ma faute, j'ai un truc qui m'empêche de bien travailler à l'école. Alors, au niveau de l'organisation, j'ai tiré ce schéma des recommandations de bonnes pratiques parues en février sur les recommandations pour le dépistage des troubles du spectre de l'autisme. On le reprendra après, mais je trouve que c'est spécifique au TSA, mais à mon avis, la plupart des troubles du neurodéveloppement, c'est une architecture intéressante. Ok, inquiétude des parents, où il y a des éléments de régression. C'est un autre signe d'appel, signe d'alerte important, une régression dans le développement de l'enfant. Ou alors inquiétude des professionnels de la première ligne, petite enfance, enseignants, etc. Ça doit amener à une consultation médicale en soins primaires, soit par le médecin traitant, soit par le médecin de PMI. Et on regarde un petit peu ce qui se passe. Cette consultation, c'est une consultation un petit peu généraliste, on fait un petit peu le point. Cette consultation, elle est juste après, on fait une consultation qui va être dédiée à cette question du dépistage. D'accord ? Vraiment, on est là pour ça, ils viennent pour ça, on ne va pas parler des vaccinations et d'autres choses, on est là que pour ça. Avec un examen clinique approfondi, on verra après ce qu'on peut mettre dedans. Et puis après, il y a deux choses. Soit il y a une suspicion, effectivement, alors on pourrait mettre TND à la place de TSA. Donc soit il n'y a pas de suspicion, ok, on continue la surveillance normale du développement. On a utilisé des outils, tous ces outils reviennent normaux, l'examen clinique est plutôt rassurant. Soit, on va en dessous du tableau du coup, soit il y a une suspicion de TSA. En l'occurrence, pour les TSA, le diagnostic aujourd'hui doit être fait par une équipe multidisciplinaire de deuxième ligne qui est formée au trouble du spectre de l'autisme avec des outils spécifiques, des gold standards. Voilà, on ne peut pas faire ce diagnostic tout seul en cabinet. Par contre, le médecin de première ligne peut tout à fait, en amont, déjà un bilan ORL, un examen visuel, qui vont permettre d'éliminer des diagnostics différentiels et aussi de repérer déjà les comorbidités. Donc il y a déjà des premières choses qui peuvent être faites avant l'évaluation multidisciplinaire et en sachant que l'équipe va se servir de ce qui a été fait également. Je trouvais que c'était intéressant de voir le cheminement, l'organisation de ce dépistage. Alors, les outils du dépistage. Il me reste 25 minutes à peu près. Déjà, il y a plusieurs types.
il y a des outils un petit peu généraux. Alors, il peut y avoir des autoquestionnaires qu'on donne aux parents, des tests auprès de l'enfant directement, ou des questionnaires à remplir par le professionnel. Et puis, vous avez des outils qui sont très généralistes. On va en voir quelques-uns. C'est-à-dire avec lesquels on peut tester tout le développement de l'enfant, à peu près, enfin, de quoi les grandes fonctions. Et puis, des outils qui vont être très spécifiques. Il y a l'outil de dépistage des troubles du spectre de l'autisme, l'outil de dépistage des troubles de la coordination, etc. etc. D'accord ? Alors ça va faire un peu, je vais en dérouler quelques-uns parce que je trouve que c'est important quand même que vous ayez ces repères. Il y en a plusieurs qui sont accessibles en ligne sur Internet avec la cotation possible, etc. Donc c'est simple, hein, entre guillemets, de l'utiliser. Alors c'est dur parce qu'il faut changer ses pratiques, changer sa manière de faire, prendre parfois 5 ou 10 minutes. Bon, mais c'est faisable. Alors, l'inventaire de développement de l'enfant, c'est, le professeur Schex en a montré une diapositive tout à l'heure. C'est une échelle. Donc on fait remplir aux parents un questionnaire et on répond par oui ou par non. Ça teste, vous voyez, tous ces domaines du développement. Donc je veux un petit exemple, alors je vais zoomer pour que vous voyez. Donc vous voyez des questions. Est-ce qu'il dit non quand il n'est pas d'accord? Est-ce qu'il tient debout sans se tenir? Est-ce qu'il marche sans se faire aider? Est-ce qu'il grimpe? Est-ce qu'il lance un ballon tout en restant debout, etc., etc. Les parents doivent répondre oui, non. Une fois qu'ils ont répondu oui, non, eh bien, on comptabilise leur nombre de réponses. C'est de plus en plus compliqué. Donc, au bout d'un moment, les parents ils répondent non, 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 parce que ça a atteint leur enfant est plus petit. Et voilà. Donc, ça va jusqu'à 6 ans. Jusqu'à 6 ans, 11, je crois. 60, oui, 6 ans. À gauche, vous avez l'âge chronologique de l'enfant. OK, là, l'enfant, il a 42 mois. Et puis, vous faites un premier trait à 0,85. L'âge chronologique fois 0,85. Donc, c'est la zone à risque, à haut risque. Et puis un deuxième trait à 0,70, où là vous êtes à une zone à très haut risque. Ça permet de voir où se situe l'enfant par rapport à son âge chronologique, où est son âge développemental. On voit que cet enfant-là, il est entre la zone à haut risque et très haut risque pour le langage expressif, et puis au niveau de la compréhension du langage aussi, il est dans les choux. Alors qu'au niveau motricité globale, il est plutôt en avance, entre guillemets, sur son âge, et qu'il est limite sur le plan de la socialisation. Ça vous permet d'avoir un premier regard par rapport à quelque chose de normé du développement de l'enfant. La BMTI, je vais passer très rapidement dessus, c'est un nouvel outil qui est assez récent, qui est informatisé. Je crois que c'est un des éléments assez intéressants, alors qui a été très bien étalonné sur plus de 1000 enfants, je crois, qui fait suite à l'EDA. L'intérêt de l'informatisation, c'est que vous n'avez pas après à calculer, alors il y a tant de score brut, donc machin, etc. Vous rentrez l'âge de l'enfant et vous avez automatiquement, en fonction de ses réponses, si c'est dans la norme ou pathologique. 4 domaines, vous voyez, les apprentissages, fonctions verbales, fonctions non verbales et les fonctions attentionnelles exécutives. Et vous voyez, l'étalonnage est assez important, hein, de la moyenne section jusqu'au collège. Et puis, cet outil, alors c'est un outil de repérage qui est plus en amont, on va dire. Là, c'est pas normé, mais c'est important, à mon sens, de s'arrêter dessus aussi. C'est un outil qui vient d'être diffusé par le ministère de la Santé, qui est en lien avec les organisations de plateformes dont vous avez sûrement entendu parler, les plateformes de diagnostic et de prise en charge précoce pour les enfants TND. L'idée, c'est que ce livret permette aux médecins de première ligne d'orienter le jeune enfant vers une de ces plateformes de coordination. Donc, vous avez des signes d'alerte, vous voyez, aux différents âges. Alors, je vais vous montrer comment ça se... Alors, juste... oui, non, si c'est ça. Donc, il y a des signes d'alerte. Là encore, dans les différents domaines de développement. Et puis, vous avez 2 dimensions transversales. Des hauts facteurs, c'est celle que j'ai montrée tout à l'heure. Des dimensions 1 qui va dire cet enfant a un haut facteur de TND. Et puis, des comportements inadaptés qu'on peut retrouver dans différents troubles, voilà, qui sont des marqueurs aussi de troubles du neurodéveloppement d'une manière générale. Et puis, vous avez une manière de coter. En gros, alors on va pas... mais si vous avez 2 signes dans au moins 2 des 4 domaines de développement, alors c'est positif. Ou un signe dans un des 4 domaines de développement et un signe dans les dimensions transversales. Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, quand vous cochez avec les enfants et les parents en consultation, eh bien, il y a un seuil à partir duquel ça vous dit « Ah, il y a un risque de trouble du neurodéveloppement, j'en réfère à la plateforme ». Je passe, je vous ai mis des petits exemples. Vous voyez, par exemple, à 24 mois, motricité globale, est-ce qu'il court avec des mouvements coordonnés des bras? Est-ce qu'il monte les escaliers marche par marche? Est-ce qu'il empile 5 cubes? Etc. etc. Oui, non, oui, non, oui, non. Relativement simple, un outil de screening, entre guillemets, des troubles du neurodéveloppement.
Donc ça, c'était 3 outils, 3 choses que vous pouvez utiliser qui reprennent de manière un petit peu générale le développement normal de l'enfant et de voir de manière globale. Après, trouble par trouble. Alors je vais aller vite. Là encore, l'idée, c'était pas de détailler. Il y a des milliers d'outils. J'en ai choisi quelques-uns du fait d'une part de leur de leur force sur le plan statistique et du fait qu'ils sont recommandés, et puis d'autres sur les aspects pratiques aussi, le fait qu'ils soient en libre accès. Alors, signe d'alerte majeur pour un trouble du spectre de l'autisme. Donc l'inquiétude des parents, les aspects de régression, ça c'est très important. Une régression, c'est pas une stagnation, hein. C'est « Ah mais ça, il le faisait il y a 6 mois. Ça, il arrivait à le faire et il n'y arrive plus. Il parlait, il y avait des mots prononcés, voire des petites phrases, il n'y a plus rien. » Donc là, c'est des régressions. Et puis, l'absence de pointage, de babillage, il y en a beaucoup d'autres, hein, l'absence de réponse au prénom, le regard fuyant, etc. Il y a plein de signes qui peuvent faire évoquer un trouble du spectre de l'autisme. Dans les échelles, vous connaissez sûrement, elle est connue, la MCHAT, qui est donc un questionnaire parental, ça prend 5 minutes, utilisable entre 16 et 30 mois, pour les enfants entre 16 et 30 mois, avec à chaque fois un risque d'autisme qui va être s'il y a des chèques à plus de 3 items clés, ou 2 items clés, etc. Alors elle est assez sensible, elle repère bien les troubles du neurodéveloppement de manière générale. Après, on peut faire un follow-up, c'est-à-dire qu'on va reproposer l'échelle pour vraiment être sûr que le dépistage concerne bien un trouble du spectre de l'autisme. Elle est accessible en ligne, gratuitement, avec l'étalonnage et avec les moyens de cotation. Il y a le SCQ aussi, je ne crois pas qu'il soit encore sorti, enfin en tout cas il est en cours d'étalonnage en français, qui va être pour les enfants plus grands, après 4 ans. Et vous avez d'autres outils, là, l'autisme quotient par exemple, ou la SRS aussi, qui peuvent être utilisés à ces fins. Pour le trouble développemental des coordinations, il y a des recommandations internationales qui viennent de paraître. Alors les signes d'appel, ça peut être ceci, hein, des enfants qui vont avoir entre 4 et 6 ans des difficultés à l'habillage, des compétences sur le plan graphomoteur, sur le plan du dessin qui vont être en décalage par rapport aux autres enfants du même âge. La question des couverts, de l'autonomie au quotidien, qui peut être troublée également. On repère des fois paradoxalement des enfants qui, un peu plus grands, compensent avec une utilisation importante du langage, plus importante du langage, voire qui soliloquent, qui se guident. Là, je vais faire comme ça, ensuite je tourne par là. Puis là, donc voilà, ils mettent en place eux-mêmes des techniques de compensation par rapport à leurs difficultés motrices. Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut qu'il y ait un impact. Donc ces perturbations, elles sont visibles, elles entraînent une gêne vraiment significative au quotidien, à la maison ou à l'école. Point important, il y a beaucoup d'enfants qui ont un trouble développemental des coordinations, y compris sévère, qui ne vont pas avoir de retard à la marche, qui ne vont pas avoir de retard à la station assise. Donc ce ne sont pas des points d'étape qui vont être discriminants forcément par rapport au trouble développemental de la coordination, il faut se le dire. Donc il y a 2 questionnaires, celui-ci aussi il est en cours de publication, il va arriver bientôt, pour les enfants de 3 à 5 ans. Alors, il est un peu bizarre, enfin il faut le faire avec les parents parce que la manière dont c'est dit, il faut dire, voilà, vous regardez les autres enfants du même âge et vous dites, voilà, est-ce qu'ils le font tout à fait comme votre enfant? Donc en gros, il n'y a pas de décalage. Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pas du tout comme votre enfant? Donc là, en gros, votre enfant est en difficulté par rapport à ça. Et puis à chaque fois, des items bien particuliers, de motricité fine, de motricité globale, etc. Vous voyez que les scores, quand on est au-dessus de tel score, il n'y a probablement pas de TDC. Par contre, si on est en dessous, il y a un risque de TDC. Et ça, dans les recommandations, c'est de dire si vous avez ce questionnaire positif, si vous avez une gêne au quotidien décrite par les parents, eh bien, vous faites un bilan des fonctions motrices avec on en parlait tout à l'heure, le MABC2. Et là, là pour le coup, celui-ci, il est sorti, on l'a, c'est pour les 5 à 15 ans. Même type de questionnaire. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a les questionnaires du MABC2 ou du MABC1. Le MABC2, il est plus intéressant pour les enseignants, parce qu'il y a des questions qui sont spécifiques aux enseignants, mais il n'est pas, en tout cas, décrit comme par rapport aux recommandations internationales, c'est plutôt celui-ci. Ça va, j'ai perdu personne? Pour le trouble du langage oral et le trouble du langage écrit, j'invente rien. Il y a le site de la FNO il y a eu un changement dans le site qui a vraiment fait un travail assez intéressant de simplification et d'accessibilité, d'ergonomie. Pour les parents, hein, vous avez, voilà, est-ce que c'est par rapport au langage oral, mon enfant commence à parler, ou par rapport au langage écrit. Et vous avez des repères sur le développement normal, des signes d'alerte,
des illustrations vidéo, c'est vraiment très bien fait. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, ça vous donnera là encore des repères sur le développement normal. Je vous ai mis quelques exemples de signes d'appel, voilà, des petits mots, des déterminants à 3 ans et demi, sauter du coq à l'âne, voilà, un enfant qui omet ou qui remplace plein de sons, etc., etc. Il y a des outils là aussi spécifiques. Celui dont on entend pas mal parler, c'est DPL3 pour le langage oral. Et puis, je vais retrouver cet outil qui est intéressant parce qu'il a aussi, il est étalonné, il est en libre accès et il y a une partie pour les enseignants pour dépister le langage écrit. Une partie médecin, une partie enseignant. Et là, vous pouvez tout télécharger, les feuilles de passation, etc., les cotations, tout est bien fait. Alors le TDAH, on pose habituellement pas de diagnostic avant 6 ans, alors sauf dans les cas extrêmement sévères où on s'autorise à le poser. Et puis il y a une variabilité très forte, c'est vrai aussi pour le développement moteur, entre 3 et 5 ans, pour poser un diagnostic de trouble de la coordination, il faut au moins 2 bilans avec une altération significative à 6 mois l'un de l'autre. Vu que le développement moteur est très hétérogène, et bien ce qu'on repère à 3 ans, les difficultés à 3 ans, si ça se trouve, il va y avoir une modification. On parlait tout à l'heure de la dynamique de développement, c'est très important. Alors bon, il y a ces signes d'appel classiques qui sont liés aux symptômes du TDAH, d'instabilité ou déficit attentionnel, d'avoir du mal à écouter une histoire, de partager un jeu ou une chanson. Là encore, un décalage significatif avec les autres enfants du lieu de vie, de la crèche ou de l'école primaire. Et puis plus tard, bon, l'important aussi, c'est la question de l'impact. C'est qu'il y a une gêne vraiment significative pour le développement général de l'enfant dans sa participation sociale également. Plus tard, vous avez l'échelle de Conners, qui est la plus connue. Il y a aussi l'ADD de Brown, qui est intéressante, je trouve, parce que c'est un auto-questionnaire pour les enfants de plus de 12 ans, pour les adolescents, qu'on peut faire avec eux en consultation. Donc voilà. Ces échelles de dépistage, elles peuvent aussi être utilisées comme guide d'entretien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous en servir avec le parent, on la remplit ensemble. Ou avec l'enfant ou l'adolescent, quand ça peut amener des choses intéressantes. Une parenthèse, mais parce que là, moi, je parle de dépistage des troubles du neurodéveloppement, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de comorbidités aussi, de troubles psychopathologiques. Il y a des échelles de dépistage de la dépression. Et ces échelles de dépistage, elles sont intéressantes parce que quand on s'en sert en guide d'entretien, c'est qu'on dit à l'enfant, bah voilà, il y a des phrases, je vais te dire des phrases, tu me dis laquelle qui te correspond le plus. Je réussis bien dans la vie, je rate pas mal de choses, je rate tout dans ma vie. Et que l'enfant il vous dit bah, moi je répondrai 2, ok. Après, ça permet de libérer la parole aussi, ou des fois sans support, entre guillemets, d'autant plus dans les éléments de dépression, les enfants ils vous disent rien. C'est très, on n'arrive à avoir aucun élément. Là, ça vous fait un petit support, bah, écoute, voilà, regarde, toi t'entourerais laquelle. Ça permet d'échanger et du coup de communiquer cette souffrance. Parenthèse fermée. Donc, la consultation de dépistage, bien évidemment, elle comporte pas mal de choses qu'il faut aller rechercher. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le motif pourquoi est-ce qu'ils viennent, déjà, c'est important. Les antécédents, le mode de vie actuel. J'ai rajouté un petit item. Le temps passé devant les écrans. Il y a de plus en plus de travaux qui montrent un impact significatif sur le développement de l'enfant. En tout cas, dans les utilisations très très importantes d'écran. Donc ça, c'est important aussi. Bien sûr, l'histoire développementale, les éléments somatiques, socio-affectifs, les comorbidités psychiatriques. Est-ce qu'il y a des comorbidités voilà. Et puis cette passation du coup de questionnaire ou d'outils en fonction des éléments que vous ont rapporté les parents ou de ce que vous avez perçu. Le lien avec l'école, pour moi, est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que l'enfant y passe un temps considérable, que c'est un lieu de contrainte, entre guillemets, parce qu'il faut rester concentré, il faut participer, on est très sollicité, donc c'est là où on va repérer souvent des fragilités. Donc là aussi, il y a des questionnaires. Nous, on a un petit questionnaire qu'on fait remplir aux enseignants, très généraliste. Qu'est-ce que vous pensez au niveau du comportement, au niveau des apprentissages pour cet enfant ? Ça permet aux enseignants d'être en texte libre aussi, de dire des choses, et c'est pas rapporté par les parents. Ça permet aux parents de se rendre compte clairement de ce que pensent les enseignants, les professionnels de l'école sur le développement de leur enfant. Des fois, on a des surprises. Dire, ah là, mais il est vachement positif. Pourtant, il n'arrête pas de nous dire qu'il fait pas bien, qu'il fait pas bien, qu'il fait pas bien. En fait, il est très. Cet enseignant, je pensais pas qu'il était comme ça, à faire attention, préoccupé de mon enfant. Je pensais qu'il était. On n'avait que des remarques négatives. Par exemple, c'est des retours qu'on peut avoir des parents. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, je vous disais, il y a des échelles qui sont spécifiquement dévolues aux enseignants. Ça va ? Alors, si on résume.
Identification, signe de repère d'alerte, c'est les inquiétudes des parents ou des professionnels ou de toute autre personne. Pour ça, il faut avoir une bonne connaissance du développement normal et des outils de repérage. La consultation du médecin de première ligne, avec, là encore, des outils de dépistage soit généralistes, soit spécifiques. Une consultation dédiée. Et puis, à partir de là, soit il n'y a pas de suspicion de trouble du neurodéveloppement, soit il y en a une. Petit complément, je pense que la question la position des plateformes ou des structures de seconde ligne est à discuter. Pour ma part, je pense que si pour un médecin de première ligne formé, qui a un réseau, alors, y compris qui est en MSP par exemple, ou qui a un réseau d'orthophonistes ou de psychomotriciens qu'il connaît bien, et qui est formé au trouble du neurodéveloppement, à mon sens, dans une situation par exemple de dyslexie isolée, par exemple, ou trouble de la coordination léger isolé, il est tout à fait à même de pouvoir faire le diagnostic. Avec les outils, encore une fois, sans se passer du bilan orthophonique ou bilan psychomoteur, mais il peut coordonner lui-même. Voilà. Et qu'à l'inverse, dans les situations complexes, dans les aspects de retard, de troubles du développement intellectuel, de troubles du spectre de l'autisme ou de troubles du comportement associé, là, bien évidemment, faire appel à l'équipe de deuxième ligne. Alors, 3 petites choses sur 5 minutes. Super. 3 petites choses sur la coordination. On est en train, alors sur Montpellier, on a eu un petit financement de l'ARS pour essayer de développer la coordination entre on va dire, les équipes de deuxième ligne, dont on fait partie au CHU à Montpellier, et puis la médecine de ville. L'idée, c'est en gros, un médecin de ville se retrouve devant une situation, il suspecte peut-être un trouble du neurodéveloppement, il ne sait pas trop quoi faire, eh bien, il nous appelle. Donc l'idée, c'est de former les médecins aussi au trouble du neurodéveloppement, un appui technique, dire justement, est-ce que vous connaissiez cette échelle? Voilà, peut-être pour les prochains enfants, ou peut-être essayer de la faire passer, puis on en reparle après. Donc vraiment, l'idée de former de manière indirecte un petit peu les médecins de première ligne en leur donnant des outils de dépistage et en les accompagnant là-dedans, qu'ils ne soient pas tout seuls. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on ne sait pas faire. Les troubles du neurodéveloppement, c'est très complexe. Les formations, soit c'est rien, soit c'est des DU qui durent. Voilà. Donc c'est compliqué de trouver un juste milieu. On se dit qu'avec cette manière-là, on pourra petit à petit accompagner les médecins. Et puis on proposera aussi des réunions de concertation. Un enfant qui est en CESAD, il a en plus un problème d'endocrinologie, il est accompagné, il a un traitement, etc. Bon, on fera en sorte d'essayer de mettre tout le monde autour de la table pour être coordonné dans la prise en charge. Donc, alors, attendez. Bassin de Montpellier, désolé, pour l'instant, bassin de Montpellier et pour les 0-16 ans. Ceux des médecins qui se reconnaissent, des médecins de première ligne de Montpellier qui sont intéressés, on a 2 réunions d'information et puis on a un mail et voilà. Il y a les plateformes, on en a parlé tout à l'heure, ce dispositif qui se veut à terme, parce que ce n'est pas encore le cas, mais à terme départemental, est dans cette idée-là, quelque part. C'est-à-dire d'avoir un centre pour les troubles du neurodéveloppement, pour le dépistage et diagnostic précoce et la prise en charge précoce. Je passe rapidement. L'intérêt ici, quand même, c'est qu'il y aura, pour le recours aux professionnels libéraux, un financement pour les bilans psychologiques, pour le bilan psychomoteur, etc., auxquels les parents n'ont pas forcément accès et qui complexifie du coup beaucoup la démarche diagnostique aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une plateforme à Narbonne et puis une plateforme à Albi. Et il y a un projet de plateforme à Montpellier qui regroupe la plupart des professionnels dans le champ du handicap, du trouble du neurodéveloppement de l'Hérault. Et puis peut-être que Thibaut Noël, Willig en parlera, qui est pédiatre, qui est président d'Occitadis, en parlera un petit peu après. Il y a un projet Article 51 porté par l'association Occitadis, une association régionale sur les troubles 10, les troubles du neurodéveloppement, qui vise à, là aussi, pour les enfants après 7 ans, donc en complément de ce qui sera proposé par les plateformes, de pouvoir accompagner les familles et les enfants sur une procédure diagnostique avec là aussi la création d'un panier de soins et donc de remboursement des premiers bilans et des premières prises en charge. J'avais encore un petit... on fait un dernier petit vote et après... c'est bon ? Allez. Alors, ce sont des vidéos.
Ouais. On pose le doudou, tu me... Ah. Vous la voyez pas là, Tu c'est me le normal. donnes, le doudou? Tu me le donnes? Doudou, tu me... Ah. C'est une petite fille qui a 3 ans. Tu me le donnes? Je pose le doudou là. Alice? Oh, ils ont raconté des choses. Alice? Alice? Tu me lances la balle? Alice? Tu me l'envoies? Alice? Tu m'envoies le ballon? Alice? Elle a 3 ans. Alice, regarde, il a faim le bébé. Oh, tu as vu, il a faim? Il veut manger le bébé. Tu lui donnes à manger, Alice? Alice, tiens. Alice. On dit qu'il... Alors j'avais oublié cette question-là. On fera la question sur la vidéo après. Alors, parmi les 3 signes d'alerte, parmi les signes ci-dessous, alors là vous pouvez en choisir plusieurs, hein, sinon ce serait un peu compliqué. Donc c'est une question à choix multiple. Alors, parmi les 3 signes en dessous, c'est un examen. Hein. Par rapport à tout ce qu'on a dit, les signes de troubles du neurodéveloppement dans ces 4 points. Absence de marche à 16 mois, inquiétude des parents, développement de l'enfant, régression dans le développement de l'enfant, absence de mots. J'étais gentil. Hein. Ah, vous pouvez en choisir qu'un? Ah là, je suis désolé. C'est une erreur technique. Bon, vous avez repéré lesquels c'était quand même. J'étais... hein. Ah bah non, ah oui, si, non, oui, d'accord. Bah, on les a presque tous du coup. Hein. Voilà. Très. Ok. Donc plus par rapport à la vidéo maintenant. Vous vous la remémorez. Ça rame, hein. Bon, je vais pas y arriver, c'est pas grave. De toute façon, juste, maintenant vous allez voir, donc, ok, cet enfant a un développement troublé. Je me dis que, je le dis maintenant, mais c'était pas les questions que je vous avais posées, mais j'aurais pu vous demander qu'est-ce que vous repériez comme symptômes, en tout cas comme symptômes de décalage. C'est un enfant qui a visiblement, en tout cas, un trouble du spectre de l'autisme. Il y a une absence de réponse à son prénom, il n'y a pas de langage, il y a des productions verbales et motrices stéréotypées, elle répète toujours un petit peu la même chose. Il y a très peu d'échanges, très peu de contact avec l'autre personne. Il y avait des flappings à un moment donné également. Maintenant, et juste pour comparer... Et à quoi le gâteau? Elle a le même âge. Au chocolat. Au chocolat. Moi j'adore le gâteau au chocolat. C'est celui que je préfère. Tu me le prêtes? D'accord. Merci. Allez, hop. On met les bougies dessus? Allez, vas-y. Alors on dit que c'est l'anniversaire du bébé. On prend le Vous voyez qu'il y a un contact oculaire, elle partage l'activité, il y a le langage. C'est l'anniversaire du bébé, de celui-là, du garçon. Je trouve que c'est toujours intéressant Comment il s'appelle ce bébé? d'essayer de voir sur la même scène, entre guillemets, un développement troublé, un développement normal, parce que ça permet vraiment de se rendre compte. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, les professionnels on travaille beaucoup avec des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, et des fois, on arrive à se perdre, de se rendre compte de qu'est-ce que c'est que le développement normal. Une autre petite vidéo. Alors attendez, j'avance un peu. Ça sera la dernière. Elle a 20 mois. Tu l'as vu? Valentine? Non, il est là. Sur le jeu. Valentine, regarde. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Un petit lapin! Regarde la fleur. Elles sont bonnes, la fleur. Tu sens?
Valentine, on voit. Ça, c'est le peigne pour se coiffer. Tu vois, tu me coiffes les cheveux. Tu te coiffes les cheveux? Oui. Tu es jolie. Qu'est-ce que vous avez... Donc, cette petite fille, elle a ce qu'on repère, c'est qu'elle a un développement interactionnel socio-communicatif normal. On repère qu'il n'y a pas de langage. Donc, si vous n'avez pas d'éléments, bien sûr, je vous ai montré 15-20 secondes, on ne peut pas savoir. Et je vous rassure, en sortant de la salle avec son papa ou sa maman, ils étaient partis, et puis il y a des mots, etc. Il n'y a pas de problème de langage. Mais en voyant ça comme ça, on peut se dire qu'elle a un développement normal, mais on peut aussi se dire qu'elle a peut-être un retard de langage. C'est juste ces éléments-là. Bon, oui, c'est bon, j'avais... allez. Voilà. J'avais une dernière vidéo, mais peut-être on peut laisser un petit peu de temps pour les questions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour. Bonjour. Coralie Guéraud, je suis généraliste dans le Nord-Aveyron. J'ai une question d'épidémiologie par rapport aux acquisitions attendues à tel ou tel âge. Est-ce qu'on a remarqué ces 10 ou 20 dernières années une évolution des acquisitions attendues? Je ne suis pas le meilleur placé pour répondre à cette question-là. Il me semble que oui, sur certaines dimensions. Est-ce que, René, tu... La question, c'est est-ce que sur les 10 ou 20 dernières années, en termes de développement normal, est-ce qu'il y a une évolution particulière sur les grandes étapes de développement? Alors, les grandes étapes de développement, je ne pense pas. Entre guillemets, sur la question de l'âge d'acquisition de la marche, de l'âge de l'apparition du langage, etc., non. Après, ce que vous dites renvoie à la question, ce qu'on voit sur les... Vous connaissez... les tests de QI sont systématiquement réétalonnés parce qu'il y a une amélioration. Mais là, on est plus sur les aspects aussi d'accès à la culture, d'accès à l'éducation et de développement du raisonnement logique sur certaines dimensions. Peut-être, René, tu veux... Faut que tu te lèves, j'ai pas de... Oui, sur les aspects développementaux, c'est-à-dire motricité, langage, socialisation, tout ça, il n'y a pas de décalage objectif dans un cadre d'évolution. Bon. Par contre, effectivement, sur l'intelligence, quand elle est capturée au sens large du terme, et notamment l'intelligence non verbale, il y a des tas de travaux qui montrent que depuis le début du siècle, l'intelligence a tendance à évoluer positivement pour des raisons de contexte, d'alimentation, de la télévision, les tablettes, tout ça. Et puis, ce qui est surprenant, depuis quelques années, à partir de 2010, dans certains pays, on constate une stagnation, voire même une certaine baisse. En France, il y a des travaux qui montrent, ça reste à démontrer, mais que le QI moyen a tendance à baisser un peu. Bon, alors, je vous laisse des tentatives d'explication, mais en tout cas, c'est ce qu'on trouve pour l'instant. Et cette baisse, on la retrouve aussi dans d'autres pays. Et en sachant qu'il y a aussi une variabilité interpays qui est extrêmement importante. Mais sur les aspects développementaux, à ma connaissance, parce que c'est ce que disait Vincent, il n'y a pas ni d'augmentation, ni de progression des niveaux en tant que tel. Merci. Ce que moi j'avais aussi entendu, c'est que du fait des nouvelles technologies, de l'accès à l'information, etc., mais là on n'est pas sur les 3-6 ans, mais on est beaucoup plus aussi sur une intelligence procédurale. C'est-à-dire, c'est pas je dois avoir l'information, c'est je dois savoir comment la retrouver. Et donc c'est pas le même raisonnement, c'est pas la même intelligence. Bonjour.
Je suis Myrtille François, je suis ergothérapeute en libéral sur Narbonne et je travaille avec les enfants depuis 10 ans. Je me pose pas mal de questions justement chez les 0-6 ans, ou je dirais plutôt 3-6 ans au niveau des problèmes de comportement. Je vois pas mal de petits garçons poser des problèmes en maternelle, d'agitation, d'opposition. J'ai l'impression que la plupart du temps, c'est des petits garçons qui sont ensuite étiquetés haut potentiel. Et il y en a certains d'entre eux qui sont vraiment préoccupants au niveau du comportement. C'est quand même des enfants à chaque fois qui ont eu des problèmes avec les enseignants, ou en tout cas avec le groupe classe et la situation de scolarité, qui ont un mauvais démarrage dans la scolarisation. Et du coup, je me demande à quel moment on va s'inquiéter du trouble du comportement et l'étiqueter comme un trouble oppositionnel, un trouble, ou à quel moment on va juste se dire que c'est une conséquence de difficultés, et à quel moment on se préoccupe, parce qu'il y a même des enfants où je me suis posé des questions au niveau psychiatrique par rapport à de la violence sans aucune empathie. Voilà, le trouble du comportement chez le petit garçon de 3-6 ans me questionne. À quel moment on doit s'inquiéter et orienter vers des consultations spécialisées? Alors, question large, difficile de répondre comme ça. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous décrivez. Il y a des choses que vous voyez, un comportement. Il y a des troubles du comportement, d'accord. Après, il y a toute la question d'où est-ce que ça vient. Ça, c'est une autre question. Est-ce que la société, les écrans, c'est différents domaines. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des troubles du comportement avérés qui ont un impact significatif pour la vie de l'enfant sur le plan scolaire ou familial, c'est important de s'inquiéter déjà. Et c'est important d'essayer de voir, puisqu'il existe des prises en charge. Alors déjà, la première chose, c'est d'essayer de voir pourquoi il y a ces troubles du comportement. Est-ce qu'il y a un trouble du langage? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un trouble du langage qui n'est pas repéré, l'enfant il n'arrive pas à s'exprimer, on ne comprend pas. Donc, du coup, il peut s'énerver de manière plus importante. Vous décrivez tout à l'heure la question de la précocité intellectuelle, qui en soi, la précocité intellectuelle n'est pas un risque, alors il y a différentes données là-dessus, mais n'est pas un risque d'avoir un trouble spécifique, mais voilà, il y a des éléments de contexte aussi à prendre en considération. Et tout ça, à mon sens, ça doit se faire par quelqu'un qui, si en tout cas le trouble du comportement est sévère, par quelqu'un qui est spécialiste de ça et qui puisse analyser un petit peu ce qui se passe. Peut-être que l'enfant il est déprimé. Les enfants déprimés, un des premiers symptômes de dépression chez le petit enfant, c'est de l'irritabilité, c'est une majoration des troubles du comportement, mais vous avez en plus d'autres symptômes, et justement c'est là il faut connaître les différentes causes de troubles du comportement pour aller les rechercher. Il mange moins bien, et puis il joue plus au jeu qu'il jouait avant, et puis il dit des choses sur lui, il dit qu'il est nul tout le temps, d'accord, donc là je suis en train d'avoir de plus en plus d'items qui vont dans le sens peut-être d'un syndrome dépressif. Un des grands signes, entre guillemets, qu'on va rechercher, qui va permettre de distinguer un trouble du comportement qui peut être lié à un trouble neurodéveloppemental, type TDAH, avec un trouble oppositionnel associé, d'un trouble de dépressif, par exemple, d'un trouble réactionnel, ça va être la question depuis quand c'est comme ça. Et si vous avez un enfant de 6 ans, les parents vous disent « Ah, mais il y a 6 mois, c'était un ange, il n'y avait aucun problème, rien à signaler. Et là, depuis telle chose qui s'est passée, ça se passe comme ça. » Là, on est plus de quelque chose de réactionnel. On l'a dit, les troubles du neurodéveloppement, il y a développement, donc c'est très souvent, même si le diagnostic peut être posé pour le TDAH relativement tard, très très souvent, la plupart des cas, les parents racontent « Bah oui, dans mon ventre, il bougeait déjà beaucoup. » Ou je me rappelle une question, j'ai demandé à une maman à quel âge son enfant avait marché. Elle m'a dit « Marcher ?» Mais il n'a jamais marché, il court. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, voilà, des troubles du comportement récurrents qui amènent à des difficultés dans la classe ou dans la famille, pour moi, c'est un motif de consultation spécialisée. J'entends rien du tout. Excusez-moi. Vers quel professionnel s'orienter en premier? Parce qu'on sait qu'on a des listes d'attente pas possibles sur des CAMS, des CMPP. Donc, du coup, en libéral, est-ce que on doit rechercher un pédopsie dans ces cas-là? La question des troubles du comportement, oui, il y a la valence pédopsychiatre.
Après, donc il y a les CMPP, les CMP. Je sais que là, quand je commence une liste comme ça, je sais que j'ai oublié plein de gens. Voilà. Des psychiatres en libéral ou des psychologues en libéral. La question, elle est sur la formation des gens aussi, qui est très importante, et sur ce que les professionnels disponibles sur votre bassin de vie aussi. C'est malheureux, mais il y a cette question-là aussi, clairement, de dire ok, dans la théorie, dans les textes, c'est marqué, il faut adresser là, mais moi, je sais que tiens, tel médecin qui est formé là-dessus, bon, c'est pas vraiment, voilà, mais on fait comme on peut, entre guillemets. Mais pour moi, trouble du comportement de l'enfant, oui, ça serait CMPB, CMP. C'est ça, c'est plus médico-social. J'oublie des gens, il y a des gens qui se sentent oubliés, non? Oui. Bonjour, Bémansour Adra, médecin éducation nationale. Bonjour. Sur Narbonne. Vous aviez parlé de troubles du développement, des troubles neurodéveloppementaux dans un contexte d'exposition prénatale à l'alcool et certains épileptiques. Je posais la question, est-ce que les psychotropes type anxiolytiques ou antidépresseurs pourraient être à l'origine ou être un facteur de risque également dans les... Alors la question est trop large peut-être. Non, la question est super précise. Mais c'est moi qui, en termes de données scientifiques, il me semble qu'il y avait eu des travaux sur une augmentation de certains troubles du neurodéveloppement par rapport à des antidépresseurs, mais je n'en mettrai pas ma main à couper. Donc je ne sais pas si d'autres ont des réponses précises là-dessus. Je regarderai, je dirai. Mais effectivement, en tout cas, le médicament, la prise de médicaments pendant la grossesse peut, en fonction des médicaments, être un impact. Et celui qu'on n'entend plus parler, par contre, c'est la question de la dépakine. Hein. Vous en avez tous entendu parler. Et oui, juste oui pour les benzodiazépines. Hein. Les benzodiazépines comme ça, à dose importante, pendant la grossesse, c'est pas terrible. Sylvie Pêche, psychologue à Narbonne, vous avez parlé des écrans. Oui, là. Là. Vous avez parlé des écrans et de l'impact sur les troubles du développement. Est-ce que vous pouvez développer un peu à partir de quel âge et à quelle fréquence à peu près? Alors, il y a différentes recommandations. Hein, vous savez, les plus connues sont celles de M. Tisseron, là, pas d'écran avant 3 ans, pas d'exposition aux écrans avant 3 ans. Il y a de plus en plus de travaux. Il y a un livre. Alors c'est un directeur de l'UNICEF, que je ne sais pas quel est le sujet de son laboratoire, qui a écrit un livre tout récemment, La fabrique du crétin numérique, quelque chose comme ça. Livre à charge. Hein, donc, même si ce monsieur est scientifique, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il est scientifique, donc il est illustré de nombreuses études scientifiques. Il y en a certaines, par exemple, qui montrent une corrélation importante entre le temps d'exposition aux écrans et le développement du langage, par exemple. Et qu'il y a une belle corrélation statistiquement significative entre plus on est exposé aux écrans, moins il y a de développement langagier. Après, ça reste extrêmement difficile de mener des études sur ce type sur les facteurs environnementaux de manière générale, parce que vous avez un nombre de biais important et que c'est très difficile de contrôler les choses. Mais il y a quand même de plus en plus de travaux qui montraient que... alors après, il y a les aspects d'écran, et il y a les aspects aussi que quand vous faites des écrans, vous ne faites pas autre chose. Je pense que si vous mettez un enfant 8 heures par jour devant un Rubik's Cube, alors, il ne va pas bien se développer non plus. Vous voyez, donc il y a la question des écrans. C'est surtout que quand vous faites des écrans, vous ne faites pas autre chose. Et vous n'êtes pas en interaction sociale. Ou en tout cas, vous n'êtes pas dans le jeu, vous n'êtes pas dans l'imitation, vous n'êtes pas dans la construction. C'est ça aussi qui est très important. Bonjour, je suis ici. Je vous vois. Sylvie Malagoli, donc médecin éducation nationale dans le département de l'Ariège. J'ai une question très pratique à vous poser par rapport à votre diapositive concernant la consultation de dépistage du trouble du neurodéveloppement de l'enfant.
Je voulais savoir, en pratique, combien de temps faut-il consacrer à une consultation de ce type pour un médecin de premier recours, comme nous, les médecins de l'éducation nationale ou les médecins généralistes ou de PMI. Merci. Vous attendez peut-être à ma réponse et je m'attends à votre réponse après, c'est-à-dire que ce sont des consultations longues, on est d'accord. Alors, je crois savoir pour les libéraux, les médecins libéraux, il y a une majoration de la consultation pour justement que les médecins pédiatres ou médecins de première ligne puissent prendre plus de temps pour du coup évaluer de manière globale le développement, parce que voilà, ma diapo, il faut évaluer un nombre de choses assez importantes, prendre le temps, et c'est sûr que c'est pas une consultation qui va durer 15-20 minutes. Alors, nous, je suis dans un centre spécialisé, je suis à l'hôpital, on reste un milieu, en tout cas centre hospitalier universitaire un peu préservé. Une consultation, ça ne peut pas durer moins d'1 heure. En tout cas, la première consultation. Si on compte l'histoire développementale, discuter avec l'enfant, voir un petit peu comment ça se passe avec les parents, récupérer les antécédents, etc., parler de la question des outils de dépistage, voilà. Donc oui, c'est une problématique, il faut du temps. Il faut du temps.